Bonjour à tous et bienvenue au Playit Festival. Aujourd'hui, nous allons donc avoir 3 tables rondes. La première étant la mauvaise réputation du jeu vidéo. Donc, j'ai ici avec moi Olbius, qui est là-bas. J'ai Marwan, qui est quelque part dans le coin. J'ai Camille, qui est du coup là, hein, évidemment. Bonjour. Bonjour. Lord Biff, qui est juste à ma gauche. Nart, alors du coup, je dirais là-bas. On a JVH. JVH. C'est Romain, enchanté. Sigiron, je sais que c'est toi, mais je vais regarder de l'autre côté. Sigiron. Et Sigiron, enchanté. Julien Nard. Oui. Oui. J'ai un micro. Et Antoine, du coup, tout au fond. Donc du coup, la mauvaise réputation du jeu vidéo, je vous laisse commencer. Qui veut commencer? Ouais. Enfin, si vous voulez vous présenter rapidement, on peut aussi se présenter rapidement, histoire de se dire ce qu'on fait, mais sinon, on y va. Ça va prendre des plombes, vu qu'on est 12. Ça va prendre des plombes. Moi, mon prénom, c'est Pierre, puisque Olbius, c'est un pseudonyme. Je fais des vidéos sur Internet depuis 3 ans, quoi qu'on pourrait croire que je suis à la retraite, parce que ça fait un petit moment que je suis inactif. Mais non, je prépare un comeback, comme disent les Américains. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça parle de jeux vidéo, comme à peu près tout le monde ici. Merci. Donc ouais, moi JVH, c'est le nom de ma chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo et d'histoire, parce que je suis enseignant d'histoire géo. J'utilise par moment des jeux vidéo dans mes pratiques pédagogiques, et surtout à côté, je suis doctorant à l'université Paris 13, où justement j'étudie comment et pourquoi les enseignants utilisent des jeux vidéo. Voilà. Donc ça serait peut-être une manière de dire si oui ou non le jeu vidéo a une meilleure réputation ou pas. Je pense qu'on va en parler après. Moi, c'est Julien, bonjour. Donc moi, je travaille en Belgique sur des questions aussi éducatives comme Romain. L'idée de détourner le jeu vidéo pour les questions éducatives pédagogiques. J'ai aussi créé en Belgique le premier espace culturel permanent d'exposition de jeux vidéo. On est plutôt sur de l'exposition jeux indépendants. Et je suis expert aussi en Belgique sur les questions de soutien à l'industrie pour développer l'industrie du jeu vidéo en Belgique. Alors bonjour, moi c'est Maxime, voilà, parce que j'ai également un prénom, je ne suis pas un numéro. Bon, très bien. Et du coup, moi je fais du let's play sur des jeux de stratégie, gestion historique principalement, et donc notamment la licence Total War, voilà. Et sinon j'ai une formation de game designer, c'est incroyable, hein. Effectivement. Ouais. Donc tu n'es pas qu'un numéro. Non, et je ne suis pas qu'un youtubeur. Moi, c'est Lorbi, je m'appelle Pierre-Louis, j'ai une chaîne YouTube où je fais des arrangements de musique de jeux vidéo et je fais un peu de composition à côté de ça. Voilà. Bonjour, moi c'est Camille. J'anime avec la personne qui est ici la chaîne Osmosis et on fait des critiques de jeux vidéo qui se jouent en coopération avec grosse emphase sur les processus de développement et les aspects culturels. C'est bien. Ouais. Bonjour, moi c'est Marwan et elle a tout dit, donc voilà. Bonjour Natacha, donc, je suis en ce moment en train de décéder, je m'excuse, puisque j'ai eu la bonne idée de tomber malade avant de venir. Donc à la base, je suis sur YouTube depuis à peu près 5 ans. J'avais une chaîne qui est inactive qu'on faisait avec une amie. On parlait entre autres de jeux vidéo, de l'aspect scénaristique uniquement. Et sinon, j'ai toujours une chaîne active où je parle d'histoire des arts. Et je suis aussi enseignante, je suis instit, donc je m'intéresse aussi aux pratiques pédagogiques liées aux jeux vidéo. Voilà. Bonjour, je m'appelle Antoine et donc moi je suis chargé de mission numérique pour un projet qui s'appelle l'Université populaire de la jeunesse qui est porté par l'association Interphase. Et donc on parle des pratiques et des envies des jeunes sur le territoire de la métropole de Lille. Et donc le jeu vidéo comme média, comme moyen de diffusion, comme moyen de communication et transmission de messages pour les jeunes, par les jeunes, c'est un sujet qui nous intéresse. Donc voilà. Ok, parfait. Du coup, on va commencer par l'entrée en matière. L'addiction aux jeux vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ok, vous en pensez rien. Du coup... C'est-à-dire dans quel sens par rapport au fait que ça a été reconnu par un institut l'OMS, c'est ça? L'OMS qui a reconnu que c'était une addiction. Après, est-ce que... Enfin, moi, à mon sens... l'important, c'est... Enfin, l'important. Le grave dans l'histoire, c'est l'addiction. Après, que ce soit aux jeux vidéo, à la cigarette, à autre chose, est-ce que le média change quelque chose vraiment? Je vous pose la question, confrères et consoeurs.
Donc en fait, sur cette question-là, c'est dommage qu'effectivement, dans le panel, il n'y ait pas de psy, puisque parmi les psys, il y a vraiment un gros débat. Je vous invite à suivre certains comptes sur Twitter avec des débats absolument enflammés. En gros, il y a 2 grosses écoles, pour faire vraiment très résumé. Je suis désolé, je vais être chiant. C'est l'école plutôt continentale, France et autres pays, qui parle plutôt des pratiques, et dit voilà, les pratiques sont des révélatrices de problèmes. Et puis l'école à l'anglo-saxonne en disant s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des médicaments qu'on peut vendre, des médicaments, avec l'idée de stigmatiser plutôt donc les problèmes. Et ces 2 approches sont en dispute dans les congrès internationaux. Et alors, l'addiction aux jeux vidéo n'a pas encore été homologuée. C'est-à-dire qu'elle sera peut-être dans la prochaine version de la Bible, j'ai oublié le nom, de la Bible des psys, mais c'est toujours pas homologué. Et aussi, c'est la première fois qu'une addiction est mise en avant sans études massives. Donc il n'y a pas d'études massives qui prouvent aujourd'hui qu'il y a une addiction au sens où on l'entend avec les autres formes de drogue. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves massives, d'études sur des dizaines de milliers de personnes qui prouvent qu'il y a une addiction de jeux vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les jeux vidéo. On est tous là pour en attester, on a tous des problèmes. Mais en tout cas, scientifiquement, aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Ok. Voilà, c'était la fin du débat. Oui, tout à fait. En plus, il y a un pull pork, c'est magnifique. Je trouve que la question de l'addiction aux jeux vidéo, c'est une approche qui est un peu, je ne vais pas dire biaisée, mais on parle du média, et le média, il n'est pas révélé par la question de l'addiction en tant que telle. C'est un des problèmes, mais tous les médias ont des problèmes en réalité. Et on ne parle pas des journaux en parlant des partis pris qui ne sont pas affirmés par les jeux vidéo, par les journaux à proprement parler. On ne parle pas non plus des problèmes de corruption dans les journaux et autres. On va plutôt parler du fait que ça se vend plus, que les journalistes sont un métier qui a des problèmes pour survivre encore, alors que le jeu vidéo, tout de suite on pense à l'addiction aux jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est peut-être révélateur d'un problème qui est majeur, mais à mon sens ça occulte aussi, c'est un peu l'arbre qui occulte à la forêt, et tout ce qui peut en sortir de positif aussi. Parce que, puisqu'on est là aussi pour parler de la mauvaise réputation du jeu vidéo, j'ai jamais entendu parler d'addiction aux séries, alors que le binge-watching c'est quand même une pratique dans la série qui est quand même hyper courante. Moi ça m'arrive de faire ma larve dans mon canapé pendant un week-end entier à juste bouffer 2 saisons d'une série, et à aucun moment on me dit ah là, c'est une addiction. On dit ça vraiment du jeu vidéo. Par contre, que quand je fais 19 heures d'affilée sur un jeu, mes parents qui en plus sont psy débarquent en mode ah là, mais t'es accro, jamais, pourquoi si je fais pareil avec une série on me dirait jamais que je suis accro. Il y a quelque chose vraiment de très stigmatisé à ce niveau-là, je trouve, par rapport aux jeux vidéo. Il y a aussi par rapport à la télé-réalité, le nombre de personnes qui passent des heures, et je trouve ça même plus malsain au final que de regarder une série en faisant la larve dans le canapé, de voir des gens s'humilier ou se donner en spectacle à la télé, et pourtant tu passes des heures à regarder en te disant ah, ma vie est quand même meilleure que la sienne. Tu vois, c'est un petit peu, c'est là aussi on tient un petit peu de l'addiction, et aussi Mais même la télé tout court, tu sais, quand on dit qu'il y a des gens qui passent leur journée avec la télé allumée, oui, c'est parce qu'ils ont besoin d'entendre du bruit. Je sais pas, c'est chelou quand même. Faites quelque chose, quoi. Je pense que l'une des différences vraiment majeures par rapport aux autres médias, je pense que de manière assez directe, on le sait, c'est le fait qu'on interagit, on est actif finalement quand on joue. Et il y a cette peur en fait qu'ont eu la plupart des nouveaux médias quand ils sont sortis. Je pense au cinéma, je pense même à la BD, tous ont commencé à avoir une espèce de frilosité du grand public peut-être, ou en tout cas des gens qui vont dire ah ça c'est le nouveau truc qui fait un peu peur. Les gens n'aiment pas le changement, quoi. Bon, j'aime pas faire des généralités, mais il y a ce côté-là en fait de nouveauté, et le fait qu'en plus il y ait ce côté actif. Et on va facilement commencer à donner des exemples de jeux où il faut tuer des gens, etc., des trucs un peu violents, où le fait de le faire activement dans le jeu, dans la tête des gens, il va y avoir une corrélation avec le fait de potentiellement pouvoir le faire dans la vraie vie. Et je pense qu'il y a cette peur-là qui existe, et le fait d'être actif, pour moi, c'est vraiment la différence fondamentale avec tout ce qui existe sur les autres pratiques, en fait, à risque, ou pas à risque d'ailleurs, mais des autres médias. Je pense que c'est ça la différence. Après, dans la pratique, c'est aussi ça peut être aussi le coupable idéal, un peu. C'est-à-dire, moi, je le vois souvent en conseil de classe, par exemple, quand on passe en revue le cas de certains élèves qui,
certains paraissent un peu en difficulté ou un peu seuls dans la classe, sans trop d'amis, sans trop de copains. Certains collègues ou certains membres de l'équipe de direction peuvent dire ah mais on sait qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo, ses parents nous le disent, on peut rien faire contre ça, machin. Alors, et souvent on finit le débat là-dessus. Alors là j'essaye un peu de discuter et tout, et on s'aperçoit que le gamin il a des problèmes relationnels avec les autres, il a des difficultés aussi d'ordre familial, et que le jeu vidéo à ce moment-là est un refuge pour lui. Ce qui ne dédouane pas non plus que... je ne veux pas non plus qu'on excuse tout au niveau jeu vidéo. Passer 5-6 heures par jour pour un adolescent à jouer, si ce n'est pas de l'addiction d'un point de vue médical, c'est un problème, je pense aussi. Donc il y a toujours ce côté, je pense qu'on parle des jeux vidéo, que ce soit au niveau de la violence ou de l'addiction, soit on va avoir une école qui va être extrêmement critique en disant « ouais, ça rend violent, ça rend accro, machin ». Et on va avoir des fois une autre école qui va tout dédouaner en fait. Mais non, il n'y a pas de problème au niveau des représentations qui sont renvoyées par le jeu vidéo ou au niveau du temps passé dessus. Alors c'est comme tout, hein, c'est la phrase magique, il faut trouver un juste milieu à un moment donné. Mais voilà, ça ne peut pas être tout noir ou tout blanc. Et l'autre aspect, quand je vois un peu les pratiques adolescentes, c'est qu'au contraire, le jeu vidéo permet de rapprocher aussi de rapprocher les élèves. Par exemple, alors on a l'exemple de Fortnite, par exemple, qui est le jeu, j'ai rarement vu, à part Minecraft peut-être, un jeu autant joué par les adolescents. Et là, on voit que ça crée des communautés de pratiques finalement, et que, bah oui, celui qui ne va pas jouer à Fortnite, il va être un peu mis de côté, un peu mal vu. Ce qui fait que beaucoup aussi de jeunes jouent à Fortnite, c'est qu'il y a un effet d'entraînement et de liens sociaux qui se créent par là. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais... Non, c'est très bien. Mais du coup... Pour continuer, comme tu disais, c'est un coupable idéal, effectivement, le jeu vidéo, mais au final, qu'est-ce qu'on reproche vraiment aux jeux vidéo aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut donner cette mauvaise réputation ? Moi, je dirais le temps passé. Déjà, le fait qu'effectivement, un adolescent, on l'a tous été, on peut passer des heures et des heures en fait, sans forcément s'en rendre compte sur un jeu vidéo et limite se couper un peu socialement, même si c'est un peu moins le cas avec les jeux en ligne aujourd'hui. Mais c'est vrai que on peut voir aussi que la mauvaise réputation du jeu vidéo d'un point de vue public, elle peut se voir dans le fait qu'on a effectivement cet aspect stigmatisation, mais on a une réaction vraiment très virulente et très fermée, dans le sens où on essaye de défendre le jeu vidéo comme quelque chose de parfait et de sans défaut. Et on refuse d'interroger nos propres pratiques en fait, au niveau du jeu vidéo. Est-ce que effectivement, comme le disait Romain, c'est normal qu'on passe des heures et des heures et des heures sur un jeu vidéo vissé et parfois à oublier ses besoins les plus primaires, à se nourrir, à se laver, etc. Est-ce que c'est sain en fait comme pratique ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une pratique plus saine aussi du jeu vidéo ? Et j'ai l'impression que rien que poser cette question déjà, c'est se faire des ennemis au sein même justement de notre propre communauté. Et ça participe aussi justement à cette mauvaise réputation du jeu vidéo, le refus en fait de s'interroger et de faire sa propre autocritique aussi. Mais est-ce que aussi c'est pas un problème de maturité ? Est-ce qu'au niveau du public, on a tous été jeunes, on a tous été ados, on s'est tous enfermés, encore une fois comme disait Romain, aujourd'hui c'est Fortnite, hier c'était PUBG, avant-hier c'était Call of Duty, on avait tous des jeux en fait où en gros si tu n'y jouais pas, surtout avec la démocratisation du jeu en ligne, tu étais un peu un reclus, tu étais un peu exclu. Et puis il y a une certaine forme aussi d'élitisme, c'est-à-dire que moi, je ne joue pas à Call of Duty, je ne joue pas à FIFA. Moi, je joue plutôt à des JRPG, à quelque chose de plus intellectuel. Et c'est vrai que ça pousse à une forme justement de communauté, mais qui s'entrechoquent plutôt que de se partager justement et sainement en fait leurs pratiques. Donc voilà, aussi ça part un peu dans tous les sens, mais... Juste par rapport au temps passé, j'ai des souvenirs de lecture de livres où je m'arrêtais pas. En fait, je lisais jusqu'à m'endormir sur mon livre, et la première chose que je faisais le matin, c'était recommencer à lire le même livre. On m'a jamais emmerdé pour ça, quoi. Donc il y a vraiment une surcouche. Il y a quelque chose. Si c'est un jeu vidéo, là, si tu finis ta journée le soir avec un jeu vidéo et que tu te lèves le matin pour reprendre le même jeu vidéo avant de prendre ton petit déj. Là, je sais que mes parents ne l'auraient pas vu du même œil, quoi. Il y a quelque chose en plus. Je vais juste reprendre un élément de ce que tu évoquais.
puisque pour l'instant on parle beaucoup du contenu, c'est-à-dire la violence que Romain a évoquée, l'addiction aux jeux vidéo. On n'a pas beaucoup parlé de la réputation liée aux joueurs et aux joueuses eux-mêmes et elles-mêmes. C'est-à-dire que cette mauvaise réputation-là, quand je réfléchis au sujet, je ne l'apercevais pas vraiment sous l'angle du contenu, même si évidemment il y a des jeux qui posent plein de problèmes sur la représentation de la violence, sur les questions de genre, même si on a une petite tendance à évoluer dans le bon sens, même si ça reste pas encore suffisant, on est d'accord. C'est plus les communautés de joueurs et leur propension parfois complètement hallucinante à l'agressivité, au harcèlement en ligne, à une posture très radicale sur la défense du jeu vidéo. Et est-ce que, je pose la question parce que je pense que c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, est-ce que c'est pas aussi à cause de ça que le jeu vidéo a encore une mauvaise réputation auprès de certains publics? Est-ce que c'est pas parce que les joueurs renvoient une image peut-être pas satisfaisante d'un point de vue éthique? Ouais, je voulais rebondir en fait sur ce que tu disais, parce qu'effectivement les comportements toxiques, comme on peut le voir sur certains jeux notamment aussi, d'ailleurs on l'a vu sur la plateforme, hein, il y a un moment YouTube, c'était quoi, il y a 3, 4, 5 ans, et encore même aujourd'hui d'ailleurs, quand tu as des filles qui ont commencé à vouloir y débarquer, lever de bouclier de tous les mecs qui disaient « Ah c'est une femme », etc. machin. Où ça attaquait sévère. Donc là aussi, il y a une certaine forme d'agressivité, d'un espèce de public misogyne. Et je crois pouvoir parler avec le meilleur exemple, puisque la communauté STR, pour moi, est le bastion même de la misogynie à ce niveau-là. J'aurai un exemple à fournir tout à l'heure lorsque je ferai la présentation du jeu dans l'open zone, mais je ne vais pas en parler ici, sinon ça va prendre plusieurs heures. Mais c'était une grosse réaction par rapport à l'ajout de personnages féminins dans un jeu de stratégie qui était en plus de ça soutenu par des faits historiques, quoi. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué d'ajouter rien que des personnages féminins là-dessus, et la communauté a fait une levée de bouclier, a mal noté le jeu en masse, et c'était assez violent. Je pense qu'il y a deux espèces de couches dans tous les éléments que vous avez pu citer. Il y a un aspect un peu culturel en quelque sorte, et il y a un aspect purement de pratique. C'est-à-dire que le jeu vidéo, avec ses codes, avec sa grammaire et avec ses moyens de communication, en fait, c'est une culture à part entière. Et il y a des pratiques qui sont liées à cette culture, qui sont liées à une communauté, en fait. Et toutes ces communautés ne communiquent pas entre elles déjà à l'intérieur même des joueurs de jeux vidéo. On voit qu'elles se heurtent, qu'elles se rencontrent et qu'elles ne communiquent pas très très bien. Et en plus de ça, il y a une rupture avec les pratiques des autres personnes, en fait, les non-joueurs. Et cette rupture des pratiques, en quelque sorte, c'est un peu la base de beaucoup de problèmes en réalité d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire qu'on retrouve cette chose-là, on stigmatise avec le jeu vidéo parce que ça a une grammaire qui est particulière. C'est vraiment une culture qui est née du numérique, qui est encore assez récent au final d'un point de vue sociétal. Et donc du coup, c'est très facile de mettre ça sur le devant de la scène, sous les projecteurs, et de dire voilà, le jeu vidéo, ce qu'il provoque, parce que c'est des pratiques vraiment très très différentes. Mais en réalité, si on essaye de désarticuler un peu, si on déconstruit le fonctionnement qu'il y a derrière, on retrouve des comportements sociaux qui sont tout à fait normaux en quelque sorte. Et bien sûr que les stimuli sont différents, et c'est sans doute cette différence, peut-être que je m'avance un peu en disant ça, mais les stimuli de nature différente provoquent des réactions de nature différente. Mais les comportements, les comportements des gens au final sont des comportements naturels. Et donc peut-être que la rupture entre le jeu vidéo, la mauvaise réputation du jeu vidéo et le regard extérieur que les gens portent dessus peut venir en quelque sorte de quelque chose d'un peu plus global aussi, d'une certaine manière, et pas simplement de la spécificité du jeu vidéo. Je me permettrai aussi d'aborder quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question des modèles économiques. C'est-à-dire qu'on a parlé de Fortnite, qui a un succès complètement fou, on parle de centaines de millions de chiffres d'affaires. Il y a un autre jeu dont on n'a pas parlé qui s'appelle Candy Crush Saga, qui depuis qu'il existe a généré 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ce sont deux jeux qui sont gratuits, entre guillemets. Et ce sont deux jeux qui sont pensés dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc l'idée, c'est qu'au plus vous y jouez, au plus vous générez d'argent, pas seulement en achetant des choses, mais aussi en générant du data. Les joueurs génèrent du data qui génère de l'argent. Et là, par contre, je pense qu'il y a aussi à questionner, on a questionné plusieurs aspects du jeu vidéo, mais il y a aussi à questionner ça. C'est-à-dire quand on considère de cette manière les joueurs, que le game design, comme ça a été bien analysé par la chaîne Un Drop de la Mare et la chaîne Game Next Door, que le game design pousse à la dépense,
il y a quelque chose aussi à questionner. C'est-à-dire que peut-être que les joueurs, les communautés, etc., là ça a été assez bien expliqué, mais l'industrie elle-même, dire que ces gens sont honnêtes et ne poussent pas à une pratique qui est questionnable, je pense aussi que c'est une vraie question. Moi personnellement, j'interviens assez souvent dans les médias sur ces questions-là, où on me pose aussi des questions, est-ce que vous incitez les gens à tuer d'autres personnes et ce genre de choses. Le débat est à peu près de ce niveau-là. Et j'ai toujours envie de dire aux journalistes, mais il y a des problèmes avec le jeu vidéo, mais ce n'est pas les problèmes que vous évoquez. Pourquoi vous ne questionnez jamais les questions économiques? Ah oui, c'est plus gros que le cinéma. Non, ce n'est pas ça la question. Donc là, je renvoie aux autres intervenants sur cette question-là. J'ai vu sur votre chaîne que vous en parlez parfois. Ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que... Merci, oui, je suis d'accord, pardon. Tu viens de reciter le fait que justement les journalistes tout de suite te posent des questions beaucoup plus bateau. Je pense que le problème, justement, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce sujet-là, c'est qu'il fait partie aussi, à mon avis, de cette fameuse réputation. En fait, le problème, c'est que tout est lié, et ça, je pense que personne ne dira le contraire. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette question du journaliste, finalement, elle est assez révélatrice du fait qu'on continue toujours, finalement, du point de vue des non-joueurs, je pense, à voir le jeu vidéo comme un truc un peu à se méfier, en fait. Et j'ai toujours vu ce que tu disais par rapport à ça, Pierre, tout à l'heure, au niveau des joueurs qui peuvent être assez agressifs par rapport à ça, c'est justement qu'il y a eu toujours une réaction assez épidermique, finalement, par rapport à dès qu'on voyait le jeu vidéo dans les médias, il y avait toujours un côté très négatif. Et je pense qu'on a tous été jeunes à voir ce genre de truc à la télé et à s'offusquer parce qu'on n'est pas compris, en fait. On n'était pas compris. Et il y avait cette vision-là, finalement, du jeu vidéo comme étant le mal absolu et qu'on avait finalement presque parfois envie de défendre. Et c'est devenu un truc, je pense, complètement... je cherche le mot, c'est pas grave. Quelque chose qui a pris des proportions énormes, en fait, et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains débats qui volent jamais très haut, mais qui sont toujours sur des sujets aussi bateaux que tuer c'est mal, et le jeu vidéo te permet de tuer, donc c'est mal. Et je pense que la réputation continue finalement à aller dans ce sens-là et à partir, à mon avis, de là. Juste pour aller dans ton sens, au niveau de la question économique, on peut voir aussi au niveau des réactions concernant les lootbox, savoir les fameuses boîtes cadeaux que vous pouvez avoir dans les jeux si vous êtes assez performant, on va dire, et le fait que vous n'êtes pas garant ou que vous pouvez acheter, et c'est surtout ça l'intérêt, c'est que vous pouvez soit à travers le jeu obtenir ces boîtes cadeaux qui contiennent des objets, des améliorations, parfois juste du cosmétique, et vous pouvez également les acheter avec de l'argent réel. Et en fait, on peut voir que rien que la discussion, encore une fois, au niveau de la communauté du jeu vidéo et des communautés jeux vidéo, que les discussions sur les lootbox, ça tourne très très vite avec des arguments bateaux du style si ça te plaît pas, tu achètes pas. Sauf que en fait, toute la mécanique en fait d'addiction justement est complètement loupée. Toute la mécanique de game design qui pousse à l'achat en fait est tout de suite occultée, et on responsabilise de manière individuelle quelque chose qui est finalement très systémique et qui est pensé justement dans le game design dès le début. Je veux dire, les personnes qui ont introduit les lootbox, ils ne se sont pas dit si ça leur plaît pas, ils vont. Non, ils avaient un modèle économique derrière. C'était pour générer de l'argent, et pour générer de l'argent, il faut générer de l'attention, il faut générer de l'envie. Et on peut le voir notamment sur les jeux compétitifs où les éditeurs en jouent vachement, car la population, moi le premier, nous les premiers, je pense, au niveau de la compétition, on n'est pas formé en fait, entre guillemets, on n'est pas éduqué à assumer la compétition. On ne sait pas ce que ça implique derrière. On nous balance très très vite dans un classement mondial avec des rangs argent, or, platine, etc. Et on n'assume pas, enfin on ne sait pas comment gérer justement soit la défaite, soit son classement, qu'est-ce que ça veut dire, et les implications sociales qu'il y a derrière. On peut voir au niveau de la communauté que, en gros, si tu n'as pas tel classement au niveau de tel jeu, en gros, tu n'as pas voix au chapitre. Ta parole ne vaut rien. Non, toi, t'es argent, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Et c'est un discours qui est très classiste. On reproduit finalement un modèle très classiste et méritocratique. Et les éditeurs le savent et ils en jouent clairement. Et ils ne sont pas débiles, ils le savent très bien. Et c'est vrai que toutes ces questions-là ne sont pas abordées. Et encore une fois, on peut le voir avec les lootbox où très très vite c'est évacué sous la responsabilité finalement individuelle. Et c'est hyper problématique en fait. Donc, voilà.
Je voulais rebondir sur le système de lootbox qui se rapproche aussi de ce que tu avais cité au niveau de maintenir l'attention. Tu as même des éditeurs et des développeurs maintenant qui font en sorte que tu puisses gagner des objets d'un de leurs jeux dans un autre jeu pour justement rebasculer. Voilà, je ne citerai pas de nom, Blizzard, mais voilà. Donc au niveau de garder l'attention et de continuer à faire jouer les gens. Alors c'est moi qui vais casser le débat sur les lootbox et l'économie, parce qu'il y a un autre sujet qui me semble important, c'est plus qu'en économie, c'est en sociologie, parce que si on ancre ce débat de la mauvaise réputation en sociologie des pratiques culturelles, on se rend compte aussi que la mauvaise réputation de jeux vidéo, c'est pas la mauvaise réputation de tous les jeux vidéo, c'est aussi une mauvaise réputation qui s'inscrit dans une violence sociale qui est très facilement perceptible, puisque quels sont déjà, il faut s'interroger sur deux choses. Quels sont les jeux et qui joue? C'est-à-dire, dans un premier temps, quels sont les jeux qui sont incriminés? Quels sont les jeux qui ont une mauvaise réputation? Parce que si je suis ingénieur, je fabrique des avions, je design des ailerons, et j'annonce que je suis passionné par les jeux de stratégie, les jeux de gestion, cette perception sociale-là ne sera pas négative, au contraire. En revanche, si dans le monde médiatique, je suis un ouvrier qui joue à Call of Duty et par exemple, fait divers, il s'avère qu'il y a une violence conjugale, tout de suite, le jeu vidéo sera beaucoup plus facilement incriminé, beaucoup plus facilement perçu négativement. Et c'est vrai qu'en sociologie des pratiques culturelles, le jeu vidéo, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est vrai, quand on parle de la mauvaise réputation du jeu vidéo en général, j'ai un peu tendance à tiquer parce que c'est important de recontextualiser dans le contexte justement social quels sont les jeux. Et quand on se rend compte que c'est des jeux qui sont très populaires, qui sont pour la plupart du temps incriminés, qui ont une mauvaise réputation, que ce soit Call of Duty, que ce soit GTA, qui sont des jeux pratiqués massivement par les classes populaires, c'est vrai qu'on peut assez aisément repérer aussi une violence sociale qui se traduit aussi dans une mauvaise réputation du jeu vidéo, qui est une culture populaire, mais qui, au sein même de cette culture-là, a une hiérarchisation, si vous voulez, des pratiques. Et quand on a des jeux vidéo comme des jeux de gestion, des jeux stratégiques qui sont joués plutôt par des classes dominantes, il n'y a pas de mauvaise réputation qui tienne du tout, au contraire. Et c'est un point qui me semblait... je ne sais pas si vous en pensez. Moi, je suis absolument d'accord. Je pense que le problème central, c'est la question de l'élitisme culturel. Déjà parce que le jeu vidéo étant considéré comme faisant partie de la culture populaire, nécessairement, il est victime d'une forme d'élitisme culturel. Et au sein même du jeu vidéo, il y a une forme d'élitisme absolument délirante. Il y a eu une urgence, il fallait absolument reconnaître le jeu vidéo comme de l'art pour que tout d'un coup il ait un certain crédit, qui soit « Ah, si c'est de l'art, alors tout d'un coup ça va mieux ». Moi j'ai envie de dire « Attendez, je vois pas pourquoi l'art n'est pas au-dessus d'autre chose, quoi. Le jeu vidéo pourrait juste exister sans qu'on ait besoin de dire « Non, non, il faut le mettre dans la classification des arts, sinon c'est un truc de merde ». Et puis après, alors il y a certains jeux, oui, effectivement, c'est de l'art, et puis on va pas exagérer, Call of, on va quand même pas dire que c'est de l'art, quoi. Il y a vraiment une forme d'élitisme et de violence culturelle très très importante. Moi, je me souviens quand je faisais mon master en art contemporain, on a eu un cours sur le jeu vidéo, et notamment on avait lu tout un article sur le scandale sur la fin de Mass Effect 3. Et on était tout ce groupe d'étudiants brillants, de professeurs, parce que c'était en Angleterre, donc c'est britannique à petites lunettes, et avec leur thé, et oh là là, je pense à Deleuze, voilà, 24h/24. Et à un moment, je fais, mais est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo? Et j'étais la seule personne à avoir jamais touché un jeu vidéo, et ils en parlaient avec ce regard très méprisant. Quand je leur dis, quelqu'un joue aux jeux vidéo, la réponse était, oh no, oh no. Oh, never. Vous en parlez avec une espèce de mépris, voilà, nous les intellectuels, mais on en parle quand même parce qu'il y a quelques artistes qui commencent à y toucher, alors il faut qu'on en parle. Et il y a vraiment une violence sociale que je trouve très très grave en fait. Ce que tu viens de pointer. C'est trop bien ce que tu as dit. Moi, je vois bien ça, un peu le même genre de réflexion quand je vois comment et quels jeux vidéo rentrent à l'école et surtout ce qu'on en fait dans les écoles françaises. J'ai un peu étudié ça dernièrement. On disait tout à l'heure, c'est ça que le jeu vidéo, quand il rentre à l'école, il s'embourgeoise. C'est-à-dire que, alors je prends ma matière en histoire-géographie, on remarque, alors on utilise certains jeux vidéo du commerce
les Assassin's Creed, les Civilisations, Battlefield 1 également, j'ai vu des séquences avec ça. Mais les élèves ne jouent pas, le prof non plus, et je suis le premier coupable de ça, entre guillemets. Hein. Je le fais avec le premier Assassin's Creed par exemple, où en gros le jeu vidéo devient un document de travail, où on montre des vidéos, donc l'aspect ludique n'est pas bien perçu, donc on le met de côté. Alors il n'est pas utilisé non plus pour des questions matérielles, mais pas que, à mon sens. Et du coup, voilà, le jeu vidéo devient de l'art, devient une œuvre culturelle. Les profs en parlent de cette manière-là. Un objet, un vecteur de représentation historique. C'est plus qu'un jeu. Et mais ça, c'est tout ce qu'on voit quand on intellectualise un peu le jeu vidéo. C'est-à-dire pour que le jeu vidéo soit bien vu, il faut que ça soit un art, il faut que ça soit... faut qu'il parle d'art, faut qu'il parle d'histoire, faut qu'il ait un message pédagogique, un message politique, pourquoi pas un message écolo, je ne sais pas. Enfin, on peut imaginer, il faut qu'il soit autre chose qu'un simple jeu vidéo. Sinon, c'est pas bien. Et ça, je le voyais, en ce moment, je suis en train de répertorier les formations académiques sur le jeu vidéo à l'école. Et il y a des termes extrêmement drôles, c'est-à-dire d'apprendre aux profs les bons usages du jeu vidéo. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et quand on regarde ce que font les profs avec les jeux vidéo en classe, en fait, les élèves jouent très très peu. Ou alors, quand ils jouent, c'est une pratique extrêmement cadrée. Si on prend Minecraft, par exemple, qui est assez pratiqué à l'école en France, au Québec, en Belgique aussi, je suppose, c'est une pratique très cadrée, c'est-à-dire l'élève ne fait pas ce qu'il veut dans Minecraft. Il fait ce que le prof a décidé, ou le programme a décidé de ce qu'il doit faire, ce qu'il doit construire comme type de bâtiment, etc. Donc c'est une forme de jeu complètement altérée. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, que c'est une nouvelle preuve de la démocratisation du jeu vidéo, parce qu'il rentre à l'école, regardez, c'est génial. Ouais, mais non, il ne joue pas, généralement. Donc le jeu vidéo rentre, mais pas ce qui fait son intérêt premier, c'est-à-dire son interactivité. Voilà. Alors, moi, je vais quitter un peu l'aspect sociologique de tout ça. Je pense que, alors je vais utiliser un mot fort, la crucifixion du jeu vidéo par les médias en général sur des affaires un peu ou très graves, style justement, on a retrouvé Call of Duty chez ce mec-là qui a fait une tuerie. Oui, enfin, il a joué avec une manette de PS4. Donc, entre jouer avec une manette de PS4 et savoir le recul de l'arme, machin, etc., te préparer, à un moment, c'est bien gentil, mais ça n'a pas valeur 2, ça n'a pas valeur A. Je veux dire, un mec qui fait une tuerie d'un coup parce qu'il a réussi à faire passer un flingue dans son école et qui commence à tirer sur tout le monde, c'est pas sa manette de PS4 qui a fait ça, c'est pas le jeu qui l'a poussé à faire ça, c'est des tas d'autres choses qui sont passées à côté. Et je pense qu'à chaque fois, c'est surtout une espèce de diabolisation du jeu vidéo pour faire passer la lettre tranquillement sous la porte, plutôt que de toquer, de dire bonjour, il y a un problème, cette personne a été isolée, personne n'a vu ça dans le système éducatif, personne n'a mis en garde contre ça, les parents où ils étaient, et éventuellement, si jamais on doit en venir à ce jeu vidéo était chez ce gamin qui n'avait pas l'âge d'y jouer, justement là on en vient aussi sur une question de responsabilité des parents de ce qu'ils achètent à leurs enfants, s'ils pensent que... Attends, parce qu'il y a quand même des tonnes... Il faut arrêter avec les parents. D'accord, c'est... Non. Continue, excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord. D'accord, mais tu as le droit. Mais moi, c'est juste sur le fait que ça n'est jamais mis en avant. Ça n'est jamais mis en avant qu'il y ait une responsabilité, un PEGI sur les livrets de jeu. Moi, c'est juste de revenir sur le fait qu'à chaque fois, moi par exemple, quand j'avais mes parents qui voyaient ça et qui disaient « Ah bah oui, évidemment, il était toujours sur sa console à jouer, à tirer sur tout ce qui bouge », t'es là, tu fais oui, mais éventuellement, du coup, pourquoi est-ce que c'est pas plus cadré que ça, etc. C'est ça la question. Toi, tu peux très bien faire attention effectivement à ce que tu donnes à tes enfants. Il y a des gens qui les laissent. Je suis désolé, j'ai été caissier à Auchan, enfin pas à Auchan, dans un supermarché. J'ai dû vendre à une dame quand même qui était là avec des enfants entre 11 à 6 ans. J'étais à 5. Et c'était clairement, elle l'a dit devant moi, c'était pour le gamin de 11 ans. Donc à un moment, tu as envie de lui dire, ouais, donc vous allez lui laisser tirer à la calache et t'as envie de... C'est pas que leur faute, je dis pas ça. J'ai pas dit que c'était que la faute des parents. Je dis juste que est-ce qu'il n'y a pas la question à se poser à un moment de la responsabilité aussi d'autre chose que les développeurs et le joueur.
Il y a quelque chose de vraiment intéressant sur ce rapport de parents-enfants par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'il y a une rupture en fait entre les générations et que cette rupture-là, elle a été étudiée et il y a des philosophes qui disent que notamment le marketing est une source primaire de rupture entre les générations. Il y a un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler qui a parlé de ça en étudiant le neveu de Sigmund Freud qui avait utilisé ça dans les études de son oncle dans le marketing et qui dit que justement les évolutions de l'économie et du marketing font en sorte de te faire une coupure nette entre les différentes générations. Et ça, c'est pas valable seulement pour le jeu vidéo, c'est valable pour la technologie en général, c'est valable pour la plupart des sujets qui ont comme ça comme problématique centrale la rupture entre les générations. Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui ont des âges différents, qui ne comprennent pas la même chose d'un sujet principal. Et donc en fait, parler de responsabilité à un moment où en fait on n'est même pas d'accord en fait sur comment aborder le sujet et comment est-ce qu'on le définit et comment est-ce qu'on s'y retrouve dedans, en fait c'est un peu compliqué. Je dis pas qu'il n'y a pas du tout de responsabilité, mais à mon sens le mettre autant en avant, c'est un peu, ça sent une position difficile à tenir en tout cas. Oui, je pense que c'est, il y a toujours ce problème en fait de désigner un coupable idéal et c'est vrai que le jeu vidéo arrive très très vite alors qu'on devrait encore une fois interroger des problèmes plus graves quand par exemple il y a une tuerie aux États-Unis, malheureusement très très vite, avant même de penser par exemple à la circulation des armes, le contrôle, etc. On pense très très vite jeux vidéo violents, on l'a vu encore récemment. Moi, juste pour revenir en fait sur l'aspect un peu sociologique et public, ce qui m'impressionne en fait, c'est justement le fait qu'on se soit très très vite lancé dans une croisade à la légitimité en fait du jeu vidéo face à des critiques effectivement qui étaient virulentes, mais finalement des critiques qui est-ce que nous, ça nous apportait, nous en tant que joueurs, je veux dire, est-ce que ça nous apportait vraiment quelque chose que, on va dire, la classe médiatique de manière générale nous reconnaisse en fait une certaine forme de légitimité, alors que ce sont des gens avec qui on va très très peu interagir en termes de communauté et on sait très bien qu'ils vont être extrêmement biaisés. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de vouloir absolument se rendre légitime auprès de ces gens-là, alors qu'on pourrait très bien avancer nous-mêmes et encore une fois faire notre autocritique, parce que je rebondis sur ce que tu disais sur l'art en fait. Très très vite, encore une fois, on a voulu dire ah bah le jeu vidéo c'est de l'art. Regardez, il y a de la musique. Regardez, il y a des super graphismes, etc. Ouais, c'est recherché. Il y a de la mise en scène et tout. Il y a des poèmes, enfin tout ce que vous voulez, de la narration. Mais on a voulu prendre cet aspect art, mais plus comme une sorte de label et sans prendre toutes les implications qu'il y a derrière. Parce que typiquement, par exemple, aujourd'hui encore, quand on parle de l'aspect politique de l'art, et donc du jeu vidéo étant lui aussi un art et donc politique, ah bah là tout de suite, oh non, il n'y a pas de politique dans les jeux vidéo, un jeu vidéo qui a une forme de politique, c'est forcément parce que son auteur l'a voulu, c'est comme ça. On n'aime pas du tout, en fait, encore une fois, s'interroger sur les problèmes qu'il pourrait y avoir justement et les implications qu'il y a derrière sur ce type de reconnaissance. Et alors, j'ose, hein, je balance un petit pavé, mais est-ce que ce ne serait pas parce que nous, dans le jeu vidéo, en tant que joueurs, on n'a pas grandi, est-ce que le jeu vidéo n'est pas allé trop vite pour nous ? Est-ce qu'on n'a pas eu le temps en fait de poser vraiment les bases de ce que serait le jeu vidéo de manière générale, et qu'avec la vitesse à laquelle ça va finalement, on n'a pas le temps de raccrocher, et aussi le public étant nous les premiers, encore une fois quand on a été jeunes, est-ce que aussi c'est pas une forme de non-maturité en fait du jeu vidéo qui fait que on grandit pas assez vite avec un média qui lui avance à une vitesse folle. Et on n'arrive même pas nous-mêmes justement à le définir et à poser des bases, on va dire, solides pour pouvoir ensuite s'interroger et interroger le média, la culture, le côté artistique, politique du jeu vidéo. J'ai pas trop compris la dernière question, désolé. Je voulais y répondre, mais en fait j'avais plus retenu l'aspect légitimité, parce que je trouve que c'est une question intéressante, puisque la légitimité institutionnelle, qu'elle soit médiatique ou politique, elle recouvre des enjeux de rapport de force, en fait, des enjeux de pouvoir. Et le pouvoir culturel, il n'est pas que culturel, il recouvre aussi tout ce qui est lié à des financements, tout ce qui est lié à une reconnaissance gouvernementale, une reconnaissance politique du jeu vidéo. C'est pas uniquement une lubie des joueurs. Et je pense que s'il y a ce besoin de légitimité,
c'est parce qu'il y a aussi le besoin d'égalité de traitement, si tu veux, entre les différentes formes d'expression artistique. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être avec beaucoup de maladresse, cette croisade dont tu parlais, qui parfois, effectivement, a ses dérives. Hein. Mais le retard en termes de reconnaissance du jeu vidéo, il a des implications et des impacts, si tu veux, directs sur le financement de la création, sur l'accès, si tu veux, à une certaine forme de milieu de la culture, en fait, du jeu vidéo. Aujourd'hui, que ce soit au niveau des subventions, que ce soit au niveau des fonds d'investissement, des fonds d'aide pour le jeu vidéo, mais aussi plus généralement dans la diffusion, on va dire, du message jeu vidéo auprès des non-joueurs, parce que y a des gens qui ne sont pas forcément passionnés d'art pictural ou de sculpture ou tout ce que tu veux. Ils ont quand même accès, si tu veux, il y a quand même une diffusion de ce message-là vers ces personnes. Et il y a une reconnaissance de la légitimité, de n'importe qui reconnaît la légitimité de la peinture, si tu veux. Et je pense que le jeu vidéo, dans cette volonté de légitimation, c'est parce qu'il y a ces enjeux de rapport de force et parce qu'il y a aussi on va dire des retards et des implications négatives, des conséquences directes, des pénalisations directes, va chercher le mot. Le jeu vidéo est pénalisé, si tu veux, à cause de ce manque de légitimité. Moi, je suis d'accord, mais est-ce qu'on ne se trompe pas de cible, justement parce que d'un point de vue institutionnel, encore une fois, on n'arrête pas de dire à chaque fois qu'on présente le jeu vidéo que le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est une industrie qui rapporte des milliards et des milliards, que c'est rentré dans les mœurs, etc. Donc aujourd'hui, ça y est, on a notre forme de légitimité. Mais est-ce que à chaque fois qu'il y a la moindre critique qui est faite par des gens que ce soit des institutions ou des gens qui, de toute façon, ne s'intéresseront pas plus que ça aux jeux vidéo parce que c'est aussi leur fonds de commerce. C'est très facile, en fait, par exemple, quand il y a malheureusement un événement malheureux, de pointer tout de suite le jeu vidéo parce que ça fait des vues, parce que ça relance des débats. Et du coup, est-ce que c'est intéressant, encore une fois, de tomber dans ce piège qui nous est tendu systématiquement plutôt que de s'intéresser à faire avancer le jeu vidéo, mais sans eux, puisque de toute manière, le jeu vidéo va, lui, avancer. On a la reconnaissance, elle est là aujourd'hui. Et encore une fois, les critiques que je voyais et que je faisais quand j'avais 13-14 ans, parce que je recevais moi-même effectivement une perception négative du jeu vidéo et que je voulais chercher justement une forme de légitimité, est-ce que... je veux dire, aujourd'hui, j'en ai 33, le jeu vidéo a plusieurs décennies derrière lui. Est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer à lutter justement contre... on va dire ces cibles-là. Je ne dis pas que on doit arrêter et que le jeu vidéo va se faire tout seul et va avoir sa légitimité tout seul. C'est l'action de gens, c'est l'action d'associations, c'est l'action de développeurs, c'est l'action de plein de choses. Mais nous, en tant que joueurs, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'on ne perd pas du temps finalement à essayer de convaincre des gens qui ne sont pas là pour être convaincus, qui ne sont pas là dans le dialogue? Moi, c'est surtout ça en fait qui me... Oui, la lutte, c'est pas le bon terme, c'est une forme de pédagogie finalement qu'il faudra essayer d'adopter, mais parfois c'est très compliqué. Je pense que tu évoquais des personnes de type troll sur Internet, totalement fermées au dialogue. Dans ce cas-là, évidemment, ça sert à rien de perdre son temps, mais je pensais plus à l'aspect pédagogie et tu vois, diffusion d'un message autour du jeu vidéo qui reste, voilà. Ok, en fait on est d'accord, tout va bien. Il y a juste 2-3 trucs. Je voulais revenir sur l'aspect marketing dont on parlait tout à l'heure. Clairement, le jeu vidéo, quand il s'est arrivé, grosses guillemets, a créé un nouveau marché en fait. Et les entreprises du divertissement qui étaient déjà en place, est-ce qu'elles ne se sont pas dit aussi, ouais les mecs, non, la flemme quoi. Enfin, moi je fais des livres, je fais des films. J'ai pas envie de m'y mettre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là, j'ai pas envie d'évoluer, donc non, rester sur les livres, rester sur les films, ça c'est bien, ça c'est institutionnalisé comme on disait, ça c'est du sérieux. Le jeu vidéo, c'est... Et il y a autre chose aussi, c'est que rien que par son nom, le jeu vidéo, il y a jeu dedans. Le jeu, on assimile tellement ça aux enfants, qu'à partir du moment où on va faire des choses qui ne sont pas pour les enfants dans les jeux vidéo, il va y avoir, je sais pas, quelque chose, c'est disruptif dans ta tête, quoi. C'est, attends, ça s'appelle jeu. Ça s'appelle jeu et tu tues des gens, ça s'appelle jeu et tu fais des choses un petit peu olé olé, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas ce que les gens attendent. Enfin, comme tu disais, c'est pas ce que les non-joueurs attendent du jeu vidéo. Et du coup, il y a disruption, 2 fois.
un peu tout dit. Là, il nous reste une petite dizaine de minutes. Si vous aviez encore une question à aborder avant les questions du public. Ben en fait, j'aurais bien aimé réagir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'il n'y a pas de mal. Oui. En fait, il me semble que ce que toi, tu avais dit par rapport à la légitimité qu'on a en quelque sorte, et la lutte qu'on a contre la non-légitimité dans les milieux artistiques et autres, en fait, c'est peut-être, il y a peut-être une espèce de vouloir se faire valoir en quelque sorte par rapport à une élite, mais il y a peut-être aussi une manière de vouloir sortir de sa coquille, en fait, parce que la légitimité marketing, en fait, elle est relative. Cette limité qu'on gagne, en fait, elle est aussi responsable de certaines ruptures qu'on a avec tout un public non-joueur. Et donc, au final, il y a un problème avec la légitimité par rapport à des classes un peu élitistes. Mais il y a aussi une espèce de volonté comme ça de grandir, de se montrer, une volonté de changer peut-être aussi de forme, d'explorer un peu les terrains d'expression qu'il y a dans le jeu vidéo. Donc, au final, il me semble qu'on ne peut pas vraiment trancher de manière simple sur la question de ça. Mais par contre, c'est une manière aussi de vouloir se montrer différemment. Tout comme le livre a pu vouloir faire à son époque, et le cinéma le fait encore d'ailleurs. Le cinéma cherche parfois sa légitimité. Ouais, sur cette question de la légitimité, ça me fait penser à l'exposition, je ne sais pas si vous l'avez vu, aux Arts Ludiques sur le jeu vidéo il y a quelques années maintenant, qui sur le coup m'avait vachement énervé parce que c'était une exposition qui voulait parler d'art dans le jeu vidéo et finalement il y avait que du concept art, en fait, du coup, parce que ça ressemblait à ce qu'on considérait comme étant de l'art. C'était des beaux dessins, donc on pouvait montrer ça. Et il n'y avait rien sur le gameplay, il n'y avait rien sur le scénario, il n'y avait rien sur ce qui fait que le jeu vidéo est unique. Et donc sur le coup, j'étais super énervée, puis après, je me suis souvenue que j'avais vu des personnes âgées, des parents avec leurs enfants, des gens qui ne sont pas du tout familiarisés avec le jeu vidéo, et qui du coup se sont retrouvés dans une expo sur le jeu vidéo, ont entendu pour la première fois des noms, et donc c'est toute la question. On légitimise alors peut-être pas la manière dont nous, en tant que joueurs ou joueuses, on aimerait que ce soit légitimé. Peut-être qu'on met pas en avant les trucs qui pour nous font que le jeu vidéo est unique, mais en même temps on passe par des trucs qui sont mainstream, qui sont rassurants pour une partie du grand public et qui vont petit à petit peut-être les amener à accepter le jeu vidéo comme étant de l'art ou ce qu'on veut. Ça c'est un autre débat. Mais du coup c'est toujours, on peut pas juste dire « Oh, c'est mal, regardez cette expo, ils ont montré que du concept art. » Bah ouais, moi ça m'emmerde, mais en fait, c'est bien aussi, quoi, finalement. Enfin, voilà. Il y avait juste autre chose aussi que je voulais dire par rapport aux attentes des non-joueurs ou par rapport aux jeux vidéo. Ça m'a fait penser à la période du bac que tu avais exploité sur ta chaîne, où à chaque fois, il me semble qu'à la période du bac, en ce moment, ces dernières années, il y a des gens qui se mettent à parler des jeux qui pourraient aider à réviser son bac et ce genre de choses. Donc les gens attendent soit trouvent ça horrible le jeu vidéo, soit se disent c'est un nouveau... en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est genre un nouveau moyen d'apprendre des choses. Enfin, ils attendent des choses du jeu vidéo qui, au final, je pense, le jeu vidéo ne leur apportera pas. Oui, enfin, je l'aurais pas mieux dit. Jouez pas pour apprendre ou pour réviser le bac, ça marche pas. On veut vous vendre quelque chose, je pense. Mais ça, on le voit parce qu'il y a aussi certains développeurs de jeux vidéo qui font une série de jeux chaque année où on est dans le passé, où on incarne justement des assassins, je crois, qui justement commencent à voir le potentiel plus ou moins éducatif de leur jeu et qui se rapprochent, on va dire, de l'éducation nationale. Enfin, je parle d'Assassin's Creed et du Discovery Tour. C'est un exemple très intéressant d'un jeu qui a voulu se légitimer finalement comme moyen éducatif. Mais si on regarde le Discovery Tour, c'est une série de visites guidées en frontal, en voix off, où en fait il n'y a aucune part de jeu là-dedans, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire leur Discovery Tour, pour que leur jeu entre guillemets soit éducatif, donc légitime, ils ont enlevé le jeu. Voilà. Donc, je pense, Discovery Tour, c'est un objet extraordinaire pour parler de ça, je pense. Et ce qui est une bonne initiative, Discovery Tour, c'est chouette et tout, mais c'est pas du jeu. Voilà. Moi, j'aimerais juste rebondir sur aussi l'aspect marketing qui avait été cité et qui disait que ça coupait la communication, enfin, du moins, ça coupait la compréhension entre certaines classes d'âge.
Je suis moins sûr maintenant avec certaines vidéos marketing qui commencent à arriver sur le secteur, notamment les trailers maintenant qui sont beaucoup plus cinématographiques et qui sont censés parler à tout le monde. C'est-à-dire que si c'est un mec de 40 ans ou un gamin de 16 ans qui la voit, il va voir, bon, le gamin de 16 ans il sera content parce qu'il voit des trucs graphiques, et le mec de 40 ans peut-être qu'il s'attachera plus à ce qui est dit dedans par rapport à un aspect scénaristique ou autre. Alors là, évidemment on passe plus sur les gros AAA plutôt que sur des bandes annonces de petits jeux indés, et encore tu les vois pas sur YouTube, les bandes annonces de petits jeux indés, il faut aller les chercher. Et à côté de ça, tu as aussi les fameuses vidéos de présentation gameplay, comme par exemple pour GTA, regardez, on peut faire du ski nautique. Enfin, je dis ski nautique, j'en sais rien si tu peux faire du ski nautique, tu vois, je n'ai pas joué à GTA. Mais il y avait les fameuses vidéos de gameplay où tu as pour 20 minutes de gameplay où on te montre tout ce que tu peux faire, etc. Et où c'est limite une explication aux parents. Alors là, ton jeu, il va pouvoir faire ci, il va pouvoir faire ça. Et voilà. Donc j'ai l'impression qu'ils essayent aussi un petit peu justement de commencer à parler un petit peu à tout le monde et autres. Après, peut-être que je fais l'avocat du diable, hein, j'en sais rien. Mais... Alors personnellement, je vais assez régulièrement au cinéma avec mes parents qui sont dans une tranche d'âge entre 60 et 70 ans. À chaque fois qu'il y a une bande-annonce pour un jeu vidéo, la réaction c'est « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça marche pas, hein. Vraiment, avec une certaine génération, ça ne marche pas. Vraiment. Je faisais un peu la grimace parce qu'en fait, en marketing, tu cibles pas les gens de 2 à 75 ans, jamais. Tu as une cible et si tu touches d'autres personnes autour, tant mieux, mais ta cible, elle fait jamais, elle fait jamais une tranche d'âge énorme. Ta cible, ça va être les jeunes garçons qui jouent déjà un peu à ça et qui sont intéressés par ça. Et, la fameuse fiche... C'est ça. Mais c'est vrai qu'après, par les cinématiques et par cet aspect plus comment on dit, facile à recevoir comme par tout le monde, comme tu dis, peut-être qu'ils arrivent effectivement à toucher plus de monde. Mais à la base, depuis le département marketing, eux, ils savent très bien qui ils ciblent. Et c'est précis. Oui, tu as la cible et le cœur de cible, oui. Ça restera un indémodable. Du coup, on passe aux questions. Oui. Du coup, si plus personne a... ou si quelqu'un a quelque chose à ajouter, on a encore un peu de temps. Il y a des questions sinon dans le public ? Je vais prendre ton micro. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Romain à propos des jeux vidéo qui se veulent éducatifs. Il a cité Ubisoft, qu'on connaît tous. Moi, personnellement, j'ai joué à certains jeux vidéo qui se veulent historiques et qui essaient de faire de l'éducation. Il y en a un en particulier. C'est un petit studio russe, si je ne me trompe pas. Ils ont fait genre 2 jeux pour l'instant. Moi, j'ai joué au 2e. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience en game design et ça se voit dans leur jeu. Leur truc, c'est de vulgariser l'histoire. Le jeu s'appelle Pré-Dynastic Egypt. Donc, comme son nom l'indique, il parle de l'Égypte avant les dynasties pharaoniques, donc de la préhistoire jusqu'à la naissance des premières dynasties. Et Romain sera d'accord parce que je vais citer un autre jeu juste après. Il n'est pas du tout intéressant comme jeu, parce qu'en termes de gameplay, c'est une ligne droite sur l'histoire telle qu'on la connaît. Donc comment s'est formée l'Égypte, comment sont formées les premières croyances égyptiennes, etc. Et Romain l'a vu dans Kingdom Come, je crois, le jeu d'Europe de l'Est, qui, encore une fois, se vante d'être extrêmement réaliste, d'être extrêmement proche de l'histoire telle qu'on la connaît, mais qui, du coup, n'est pas du tout intéressant en termes de gameplay, parce que le joueur est borné sur un parcours précis, sur une histoire précise, où il n'y a pas trop de liberté. Et du coup, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est possible de faire un jeu vidéo qui soit à la fois éducatif et ludique ? Encore une fois, il y a les civilisations où il y a littéralement une encyclopédie des concepts qui sont dans le jeu. Mais quand on joue à Civilisation, on ne va pas voir la civilopédie. On se contente de jouer à Civilisation. Donc il y a aussi ce problème-là. Est-ce qu'on peut faire à la fois de l'amusant et de l'instructif ? C'est une question qui pourrait se poser, je pense. Personnellement, j'ai appris à gérer les tâches avec des jeux vidéo, mais qui n'étaient pas du tout destinés à ça, en fait. C'est vraiment les petits jeux à la con où tu viens à un restaurant, tu as des trucs qui arrivent tac, 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 et tu as des trucs qui sont plus rapides à faire et des choses qui sont plus longues à faire. Et mine de rien,
Non, c'était pas Overcooked, c'était il y a très longtemps. Et mine de rien, quand je me suis retrouvée au boulot avec pareil une charge de travail qui arrivait, mais je me suis vraiment rappelée de ce jeu. Je me disais, ah oui, c'est vrai que j'avais cette stratégie de commencer peut-être ce qui était plus long. Enfin, c'est con, hein, mais je veux dire, j'ai vraiment repensé à ce jeu et je me suis dit, putain, j'ai intégré un truc. Et c'était pas du tout le but du jeu. Ça n'a pas répondu à la question. Bonjour. Oui, c'est moi qui ai le micro, je le garde pour le public. C'est logique. De mon avis personnel, je pense pas qu'on puisse être totalement synchrone avec l'histoire tout en voulant faire dans le gameplay. Comment ? Ah, si, il y a une table ronde. Il y aura une table ronde sur le transmédia. Voilà, sachez-le. Venez nous voir. Mais je pense pas qu'on puisse vraiment synchroniser en fait l'histoire avec du gameplay, parce que le problème c'est que tu dois forcément avoir la possibilité de faire ce que tu as envie de faire dans le jeu et d'avoir plusieurs possibilités. Et si tu veux amuser les gens, tu peux pas rester bloqué sur un truc qui est figé. C'est le problème. Soit on t'ouvre des couloirs de jeu au détriment de l'histoire, soit effectivement on te prend par la main et on te guide et on dit voilà. Parce que sinon tu dois respecter les choses. C'est un petit peu comme là par exemple avec Assassin's Creed Odyssey, tu peux faire gagner Athènes et prendre tous les territoires pour Athènes, ce qui n'est pas ce qui s'est passé logiquement. Mais c'est pour que tu puisses faire des batailles et latter des Spartiates si tu as envie. Voilà. Autre chose ? D'autres questions dans le public sinon ? Oui. Merci. Merci pour la conférence. En fait, je vois, j'ai le rapprochement avec un autre média où il y a un peu les mêmes questionnements, il y a eu les mêmes débats dans le milieu, c'est le jeu de rôle. Évidemment, mais oui. Parce qu'en fait, alors contrairement au jeu vidéo, il s'est développé beaucoup moins vite. Il est encore un peu, voilà, enfin, ça commence à se développer, mais ça n'a pas les mêmes moyens financiers, etc. Mais il y a la même idée dans la communauté rôliste, pas mal de rôlistes trouvent qu'il y a une partie de la communauté qui est toxique, qui est propre au harcèlement, qui est élitiste, etc. Il y a aussi l'idée de très renfermer sur elle-même et de pas forcément remettre en cause comment ça s'appelle, les problèmes liés au jeu, aux mécaniques du jeu de rôle. Et en fait, je me demande à quel point on peut comparer les deux. Enfin, peut-être apprendre du jeu de rôle, vu que c'est un média moins massif, où il y a moins de données, moins de personnes, mais donc plus exploitable à analyser. Et peut-être essayer d'exporter un petit peu sur le jeu vidéo. Ou inversement, enfin, je ne sais pas. Bonjour, c'est encore moi. C'est vrai que j'y avais pensé tout à l'heure à citer le jeu de rôle et puis ça m'a échappé. Jusqu'à quel point on peut les comparer ? C'est vrai qu'on peut ils se suivent, ils se suivent en parallèle. Se suivre en parallèle. Mais oui. Je vais t'aider. Il y a une différence assez énorme entre les deux, c'est que le jeu de rôle, alors j'en ai fait un certain nombre, je suis pas non plus, je sais pas à quel point on peut se considérer comme rôliste à partir du moment si on en a fait un ou deux, etc. J'imagine que ça c'est une question qui doit se poser aussi en termes pour reparler d'élitisme et de légitimité quand tu pratiques tel ou tel média. On en parlera d'ailleurs dans celle qui parle de difficulté tout à l'heure aussi, je pense, de table ronde, ça marchera bien aussi. Il faut qu'un jeu soit difficile pour que ce soit légitime, etc. Pour revenir sur la question du jeu de rôle, on a déjà un genre, enfin c'est déjà beaucoup plus un genre finalement et un truc un peu pas de niche parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le pratiquent, mais c'est pas voué, je pense, à être grand public. Il y a moins cette envie finalement, je pense, de vouloir faire passer des messages ou autres, et on est beaucoup plus centré finalement sur le jeu en lui-même, plus qu'aux idées qui se. Alors du coup, tu n'es peut-être pas d'accord, et dans ce cas-là, ça m'intéresserait ce que tu as à me dire, mais. Pour moi, en fait, la différence principale et qui fait que ça va être difficile de les comparer, c'est la question économique. On est sur des enjeux économiques qui n'ont juste rien à voir. Et une grosse partie de ce qu'on peut reprocher aux jeux vidéo à l'heure actuelle, et on en a beaucoup parlé, sont liés à la taille de l'industrie et aux mécanismes, au fonctionnement de l'industrie qui pour moi sont très différents quand même.
Ah, d'accord, on a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Maxime, il aime les carottes. Moi, je pense qu'il y a un terrain commun entre les deux, et qui est important quand même, et qui me fait dire que c'est vrai ce que tu dis, mais qu'il y a quand même un autre aspect du truc, c'est qu'on demande une interaction au joueur en fait. À un moment, le joueur est impliqué à titre personnel, soit il joue lui-même, soit il joue un rôle, et dans les deux cas en fait, il va pas être dans la consommation de quelque chose ou dans le regard sur quelque chose. Alors un livre, on peut débattre sur l'implication que son lecteur doit avoir pour rentrer dedans, c'est la même chose pour un film, mais quoi qu'il arrive, cette implication, elle va être limitée par ce que le support a proposé en quelque sorte. Alors que l'intégration de l'interaction, ça fait partie d'un point de vue inhérent du jeu vidéo et du jeu de rôle en fait. Et donc ce point-là en commun, ça me semble vraiment important de le citer, quoi. Mais je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait que le jeu de rôle économiquement va peut-être avoir plus de mal à décoller que le jeu vidéo, c'est parce que virtuellement c'est illimité. C'est la forme de jeu qui propose le plus de liberté. Le jeu de rôle, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Le jeu vidéo, on reste limité. On est quand même contraint par les frontières du jeu dans le jeu de rôle. Et donc la rejouabilité est infinie dans un jeu de rôle. Ce qui n'est pas le cas. Mais moi, je consomme beaucoup de jeux de rôle en jeu vidéo. Et même des jeux comme des jeux BioWare, des jeux Bethesda, tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, on est limité. Pas dans le jeu de rôle. Et je pense que c'est aussi du coup une des différences qui fait qu'on peut, l'un et l'autre, les deux industries peuvent apprendre l'une de l'autre, mais il y a quand même une différence fondamentale quelque part. Je vais juste évoquer quelque chose ici à propos de jeux de rôle qui a été évoqué dans plusieurs interventions avant. C'est la question de la diversité, de manière générale, la diversité des publics, la diversité des producteurs. Et en fait, le jeu de rôle, ça se focalise très très fort sur ADD. C'est les seuls qui ont les moyens vraiment de se faire connaître. Alors qu'en fait, le jeu de rôle, ça n'existe pas. Il y a des jeux de rôle absolument différents. Il y a un jeu de rôle français comme ça qui s'appelle Libreté, qui est très 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 différent. Et une des raisons aussi de la mauvaise réputation, pour revenir au sujet de départ, du jeu de rôle comme du jeu vidéo, c'est la même chose. C'est qu'il y a plein de jeux différents, mais qui ne rentrent jamais en contact avec le public. Moi, dans l'endroit dans lequel je travaillais, on exposait essentiellement du jeu indépendant. Et les gens qui venaient, c'était très souvent des familles tirées par leurs gamins. Les mamans et les grands-mères ne voulaient pas jouer. On les forçait un petit peu. Et c'est elles qui restaient et qui étaient déchaînées, parce qu'on leur mettait des jeux qui étaient faits pour elles. Mais ces jeux-là, souvent, c'est des tout petits jeux qui n'ont pas les moyens de se faire connaître. Et donc, une des choses sur lesquelles il faut travailler, c'est comment est-ce qu'on met en contact ces choses originales avec ces publics. Et tant que seuls les jeux de niche, ceux pour les garçons blancs entre 15 et 35, où on tue des gens, auront les moyens de se faire connaître, effectivement, on restera aussi dans cette question de la mauvaise réputation, qui en fait est fondée d'un point de vue marketing. Bon, je vous remercie tous. On arrive au cours de la fin de la table ronde. Merci à tous d'être venus. La prochaine sera 15h30 avec donc JVH, Cégirons, Karina, Julien Nard, Antoine et Dixie. Oui, j'ai encore pas dit les prénoms. Désolé. Et du coup, maintenant, je vais laisser Kirill présenter la prochaine activité et amusez-vous bien.